Bonsoir à toutes et à tous. مرحبا بكم في l'épisode ديال podcast Je Macan. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir un invité spécial qui est Monsieur Khalid Liosfi, président du Conseil national de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes. مرحبا بك سي خالد وشكرا على قبول الدعوة باش تكون معنا في هذا الابيزود. Tout l'honneur est à moi. Je tiens à vous exprimer mes vifs remerciements d'avoir pensé à m'inviter. Et je vous félicite pour cette action très louable de communication. Et puis, je serai à votre disposition pour plus d'éclaircissements sur la profession et sur son environnement. Merci beaucoup. Donc, l'épisode, en général, ça va s'organiser, je pense, en deux parties. Une première partie, ça sera une partie informative dans laquelle on va discuter sur la création de l'ordre national et aussi sur le rôle et la situation de l'exercice de métier en privé et en public. Puis, au fur et à mesure, on va discuter des points qui sont parfois d'actualité et aussi des questions de nos chers confrères et consoeurs. Donc, la première question, ou bien le premier point qui est normal, c'est l'histoire. Quelle est l'histoire de la création de l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes? Écoutez, je ne suis pas aussi âgé pour vous raconter un petit peu l'histoire. Toutefois, je vais citer des dates qui sont très importantes et qui marquent à chaque fois l'avènement d'un texte réglementaire pour organiser la profession. Je vais commencer par 1960, qui a connu la publication d'un décret. Donc, c'est un décret qui permet aux administrations publiques de confier certaines opérations topographiques aux géomètres privés. À l'époque, on l'appelait géomètre. Les géomètres privés on les appelait géomètres agréés parce qu'il y avait un système d'agrément qui donnait l'autorisation d'exercer à titre privé. Et cet agrément était délivré par la direction de la conservation foncière et du cadastre, qui était une direction au sein du ministère de l'Agriculture. Ensuite, en 1972, un deuxième texte permettait aux requérants, aux personnes, de s'adresser aux géomètres agréés pour effectuer des opérations topographiques sur leur titre foncier. Par exemple, les opérations de mise à jour, de morcellement, de copropriété. Donc, c'est le texte de 1972 et qui n'était pas un texte général qui concernait toutes les régions du royaume. En 1975, un autre texte, un décret, qui a été publié et qui fixait les conditions d'agrément et de contrôle des géomètres privés et des sociétés exécutant des travaux topographiques pour le compte des administrations publiques. Donc, c'est un texte qui complétait les conditions, qui complétait les conditions d'octroi d'un agrément pour s'installer en tant que géomètre agréé privé. Ensuite, la date la plus importante, c'est 1994, où la loi 3093 a été votée au Parlement et publiée au bulletin officiel, et qui a institué l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes et qui organise l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre topographe. C'est une loi qui a abrogé tous les textes antérieurs, notamment le mot géomètre agréé. Donc, on ne parle plus de géomètre agréé, mais plutôt on parle d'ingénieur géomètre topographe inscrit au tableau de l'ordre. Donc, je ne sais pas si j'entre dans les détails de la loi ou ça va faire l'objet d'une autre question. Ça va faire l'objet d'autres questions qui vont venir. D'autres questions. Pense. Alors, une dernière date, c'est l'année 2018. Alors, 2018, donc 94, lorsqu'il y avait la publication et l'entrée en vigueur de la loi 3093, il y avait un certain nombre de décrets d'application qui devraient être publiés en même temps. Donc, il y avait le décret d'application de la loi qui donnait les conditions pour l'inscription au tableau de l'ordre. Et puis, un texte qui manquait depuis 94 jusqu'à 2018, c'est le décret portant code des devoirs professionnels, c'est le code d'éthique de la profession. Donc, c'est un décret qui a été publié en décembre 2018 et c'est le décret qui porte le code des devoirs professionnels ou le code d'éthique, le code de déontologie de la profession. Voilà donc les différents textes qui organisent la profession depuis 1960.
En fait, entre parenthèses, je fais référence à un épisode que nous avons déjà enregistré avec Monsieur Tarid Mohamed, qui a aussi parlé de l'histoire de la topographie et aussi avec la formation Ali avec Hassan II. Je vous conseille de la regarder aussi, ça donne des détails sur l'histoire de la topographie au Maroc. Monsieur Khalid Yousfi, concernant l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, vous avez fait référence à la loi 3093. En fait, je pose la question, quel est le rôle assigné à l'ordre? D'abord, l'ordre, il est doté de la personnalité morale et il est créé par la loi 3093. Donc, cette loi délègue et confère à l'ordre tous les pouvoirs, je dis bien tous les pouvoirs pour réglementer et gérer l'exercice de la profession d'ingénieur géomètre topographe au Maroc. L'ordre, c'est l'unique représentant légal de la profession au niveau national et au niveau international. Donc, cette loi donne à l'ordre le pouvoir d'autoriser l'exercice de la profession, d'assurer la sauvegarde des principes de moralité, de dignité et de probité, de défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, des ingénieurs géomètres topographes, de veiller au respect du code des devoirs professionnels, de s'assurer que les honoraires, ça c'est un point très important certainement qui va faire l'objet d'une question et sur lequel on va s'approfondir davantage, de s'assurer, l'ordre, il a le pouvoir de s'assurer que les honoraires qui sont librement débattus, je dis bien librement, entre l'ingénieur géomètre topographe et son client, soient justes et mesurés. Bien sûr, il instaure la discipline, parce qu'on ne peut pas organiser une profession sans l'instauration d'une procédure disciplinaire pour justement remettre à l'ordre toute personne qui transgresse les dispositions de la loi. Et bien sûr, l'ordre, il a le pouvoir de mener des actions sociales au profit de ses membres. Voilà, donc en gros, ce sont les missions de l'ordre. L'ordre, il est structuré en un conseil national, donc un conseil national dont j'assure la présidence, qui est composé de 13 membres élus, ingénieurs géomètres topographes, qui représentent les trois secteurs, le secteur privé, le secteur public et les salariés, en plus d'une personnalité qui est nommée par Sa Majesté et qui assure la fonction de conseiller juridique du Conseil national. Et il y a aussi les conseils régionaux. Donc, c'est des instances qui représentent l'ordre et qui ont un rôle de proximité au niveau des régions. La particularité de notre profession, c'est qu'on crée un conseil régional lorsque le nombre d'ingénieurs géomètres topographes qui se trouvent dans une région bien déterminée, quand je dis région, c'est région administrative, lorsque le nombre atteint le chiffre 100. Et donc à ce jour, nous avons 4 conseils régionaux, le conseil régional de Rabat, Sadiq Netra, auquel est rattachée la région de Tanger, Tétouan al-Hoceima. Il y a le conseil régional de Kazastat, auquel est rattachée la région de Beni al-Khnefra. Et puis le conseil régional de Fès Meknès, auquel est rattachée la région de l'Oriental et la région de Tafilat Dra'a Tafilat. Et le conseil régional de Marrakech-Safi, auquel est rattaché toutes les régions se trouvant au sud du royaume. Donc aujourd'hui, cette répartition, elle est importante en termes de gestion de la profession, avec 4 conseils régionaux et bien sûr un conseil national qui a les pouvoirs d'organisation de la profession. Et bien sûr, la loi détaille les prérogatives de chaque conseil, du conseil national et des conseils régionaux. Donc l'action du conseil national, elle est au niveau national et l'action des conseils régionaux, elle se traduit au niveau de la région et sur les IGT qui appartiennent à ce conseil régional. Donc grosso modo, c'est l'organisation de l'ordre au niveau de ces différentes structures. Merci Sir Khalid, ça nous dit beaucoup de choses et nous informe davantage sur l'organisation. Vous êtes ingénieur géotopographe et vous êtes président du Conseil national de l'ordre et c'est votre deuxième mandat successif. Alors, selon votre expérience, que ce soit en tant qu'IGT, exerçant au secteur privé, ou bien en tant que président de l'ordre, à votre avis, quelle est la situation de l'exercice du métier et quels sont les enjeux et les risques qu'encourt notre profession aujourd'hui? Écoutez, pour vous tranquilliser, il n'y a aucun risque que court la profession.
Nous avons la chance d'avoir une profession qui est transverse. Nous avons la chance de travailler dans différents secteurs, dans des secteurs très variés, très vastes et très différents. Une deuxième chance, c'est l'intervention de l'ingénieur géomètre-topographe. Donc, c'est un ingénieur qui a une mission d'intérêt général et d'utilité publique. Il a pour vocation de sécuriser le patrimoine des individus ou des structures. Il contribue à son développement. Une chance très intéressante pour l'ingénieur géomètre-topographe, c'est un professionnel, c'est un acteur qui intervient, j'ai dit tout à l'heure, dans plusieurs secteurs, dans des secteurs très variés, allant de l'agriculture aux bâtiments, aux travaux publics, en passant par les transports, par les ports, dans l'aménagement de territoire, donc dans des secteurs très variés. Et puis, la deuxième particularité pertinente, c'est que c'est un professionnel qui intervient durant toutes les phases de tout type de projet. Il intervient avant l'exécution d'un projet. Il intervient pendant toutes les phases de conception. Et bien sûr, il intervient au moment de l'exécution du projet. C'est le premier qui accède au terrain au moment des études et des opérations préliminaires. Et c'est le dernier qui quitte le terrain en établissant ce qu'on appelle les plans de recollement pour vérifier si l'entreprise qui a été chargée d'exécuter le projet a respecté l'étude d'exécution qui lui a été confiée. Et bien sûr, à chaque phase, il établit des documents et il assure l'accompagnement et le conseil des maîtres d'ouvrage pour l'aboutissement de leur projet. La profession, elle est également intéressante parce qu'elle est liée aux nouvelles technologies. Donc, c'est une profession qui est très dynamique. C'est une profession qui connaît et qui est au diapason des nouvelles technologies, de telle manière qu'une partie, un pourcentage important d'un cabinet privé, d'un IGT privé, est orienté vers les investissements, que ce soit du matériel, que ce soit la formation continue de son personnel, ou que ce soit l'épanouissement intellectuel de l'ingénieur géomètre-topographe. Donc tout à l'heure, j'ai parlé des secteurs. Donc l'ingénieur géomètre-topographe, avec son expertise, sa double compétence, je dis bien double compétence, parce qu'il maîtrise le technique, le scientifique, et en même temps, il maîtrise tout ce qui est réglementation, tout ce qui est juridique, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un ingénieur géomètre-topographe qui excelle dans la technicité et dans la science, et qui a des failles en termes juridiques. Ce n'est pas possible. On intervient dans le foncier, et le foncier, il a la particularité d'avoir plusieurs textes réglementaires qui le régissent. On intervient dans des secteurs qui sont réglementés. Quand on parle du bâtiment, des travaux publics, c'est des textes, c'est une réglementation qui régit ces domaines. Quand on parle du remembrement, quand on parle des lotissements, que ce soit urbain ou rural, quand on parle de la copropriété, quand on parle de l'aménagement du territoire, quand on parle de la délimitation du foncier, donc tous ces domaines disposent d'un arsenal juridique qui permet leur gestion, et donc l'ingénieur géomètre-topographe, avec sa double compétence durant sa formation, et il assurera bien sa fonction, et il met son savoir-faire au service des différents maîtres d'ouvrage pour l'aboutissement de leur projet. Tout à l'heure, j'ai parlé de la veille technologique, donc l'ingénieur géomètre-topographe, il est doté et outillé pour développer les projets par un certain nombre de technologies. Donc, lorsqu'on parle technologie, le scanner laser 3D, la cartographie mobile, le positionnement par satellite, les prises de vue par aérienne, par avion ou par drone, l'élaboration des modèles numériques de terrain, la cartographie thématique. Et donc, toutes ces disciplines nécessitent une veille technologique et une mise à jour en termes de formation continue pour maintenir l'excellence dans ces domaines. Et puis, bien sûr, l'ingénieur géomètre-topographe, il contribue avec son savoir-faire aux côtés d'autres professionnels et d'autres acteurs de développement aux différents chantiers structurants d'un pays, que ce soit les énergies renouvelables, la conception et la construction de ports, d'autoroutes, des aéroports. Il contribue aux côtés d'autres acteurs dans le déploiement des stratégies et des politiques publiques, le plan Maroc vert,
génération vers 2020-2030, la stratégie touristique, les stratégies dans les domaines de l'habitat et des villes nouvelles, l'éradication de tout ce qui est bidonville, la mise à niveau urbaine, le transport. Donc tout ça, c'est des domaines qui nécessitent l'intervention de plusieurs acteurs, dont l'ingénieur géomètre-topographe. Et puis, il a toute sa place dans ces projets. Et donc, tout à l'heure, vous avez parlé de risque. Non, pas du tout. On accompagne le développement et on assure cet accompagnement aux côtés d'autres professionnels avec brio, quelles que soient les conditions économiques dont passent les différentes économies du monde. Oui, d'accord. Pendant votre campagne électorale pour les dernières élections, vous avez intitulé votre mandat Résilience. Et comme un slogan, vous avez choisi relever les défis avec détermination et résilience, avec résilience et détermination. Je pose la question autrement, est-ce qu'il y a des enjeux ou bien des défis quand même à relever? Parce que ça va nous envoyer vers une succession de points à aborder, surtout les axes bien les axes d'action dans le plan d'action et aussi les objectifs stratégiques pour ce mandat actuel de l'ONUGT. Donc, quels sont ces défis, ces enjeux et quels sont les objectifs stratégiques pour le mandat actuel de l'ONUGT? Je vais revenir un petit peu en arrière pour rapidement étaler le mandat 2016-2020. Donc, c'est un mandat qui a été marqué par l'élaboration d'un plan d'action très consistant, un plan d'action de la profession, et qui s'attelait sur deux importants axes. Le premier axe, il fallait compléter l'arsenal juridique de la profession par la publication du décret portant code et des devoirs professionnels, qu'on aura l'occasion durant cette émission de détailler sans aucun problème. Le deuxième axe important du mandat 2016-2020 était le développement de la profession. Alors, on ne peut pas parler d'une profession développée si on ne parle pas de sa mise à niveau. Donc, parmi les actions de mise à niveau de la profession était la normalisation. Il fallait, coûte que coûte, mettre en place des normes techniques universelles reconnues par la profession et reconnues par les instances nationales, et puis des normes qui permettent de réguler la profession. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une prestation topographique, chacun l'interprète à sa manière. Donc, un chantier de normalisation était obligatoire et donc, effectivement, on a réussi à élaborer 10 normes techniques importantes en collaboration avec IMANOR, l'Institut marocain de normalisation. Et ces normes, aujourd'hui, ne sont plus des normes de l'ordre ou de la profession, ce sont des normes marocaines qui sont publiées au bulletin officiel et qui sont opposables aux tiers. La modernisation de la profession était aussi également axée sur la digitalisation. Donc, on a établi une plateforme qui permet de gérer les contrats des ingénieurs géomètre-topographes du secteur privé avec leurs clients. Donc, cette plateforme permet de générer à chaque contrat un code QR qui est crypté et qui permet d'avoir une traçabilité des documents des IGT. Double objectif de cette plateforme, d'abord contrecarrer l'exercice illégal qui est toujours présent dans notre profession, bien sûr également dans d'autres professions. Et puis, la deuxième chose, c'est d'authentifier les documents établis ou élaborés par les ingénieurs géomètre-topographes. Donc, ce code QR qui est généré par la plateforme de l'ordre contient des informations qui permettent d'assurer la traçabilité. Donc, double sens, le sens de protéger davantage l'exercice de la profession et le sens de moderniser, d'avoir des informations cryptées sur les plans établis ou les documents établis par les ingénieurs géomètre-topographes et qui permettent d'avoir des informations telles que les références foncières, l'ingénieur qui a établi les plans et bien sûr son client. Le reste des informations qui sont stockées dans le serveur de l'ordre sont cryptées, sont considérées des informations personnelles. Bien sûr, cette plateforme n'a vu le jour qu'après l'autorisation qui a été délivrée par la Commission nationale de protection des données personnelles, la CNDP. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir sur une deuxième version de cette plateforme. Deuxième chose qui concerne la modernisation de la profession et sa mise à niveau, c'est le partenariat avec les pouvoirs publics. Et donc, on a engagé un partenariat très constructif avec l'Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie, qui a été articulé autour de 5 axes. Mais nous avons focalisé sur 2 axes importants. Le premier axe, c'est la partie digitalisation.
et qui aboutit à la mise en place par l'ANSFCC d'une plateforme dématérialisée qui traite les dossiers techniques élaborés par les IGT. Et bien sûr, un partenariat avec Barid El Maghrib qui a permis les IGT de se doter de leur signature, de leur outil de signature électronique dans des plateformes telles que celle de l'ANSFCC ou la plateforme Rojas qui permet de gérer les autorisations de lotir de construire. Alors, durant ce mandat 2020, bien sûr, le mandat précédent était marqué par la pandémie Covid-19 qui a chamboulé, bon, heureusement, c'était en 2020 et donc pratiquement la fin du mandat. Donc, on a pu réaliser 70% de nos objectifs. Avec la pandémie, on a été structuré autrement. Il fallait accompagner les pouvoirs publics. Et je peux vous dire une chose, c'est que les IGT étaient à la hauteur, les IGT du secteur privé, parce qu'ils se sont engagés avec le pouvoir public. Il n'y a pas eu ni de licenciement, ni de fermeture de leur cabinet. Donc, il y a eu une certaine résistance. Et c'est pour ça que ce mandat, nous l'avons intitulé la résilience. Donc, après le Covid-19, les chocs économiques qu'a connu la profession, il fallait penser à un plan d'action pour relever la profession. Le plan d'action de ce mandat, résilience, bon, pourquoi résilience? Parce que justement, il fallait continuer dans la mise à niveau de la profession, il fallait continuer dans le développement de partenariats, il fallait continuer, bien sûr, à restructurer la profession et à donner au secteur privé l'énergie qu'il faut. 2 ans après Covid-19, c'est difficile de se relever, donc on subit les conséquences de l'économie nationale. Et bien sûr, avec la guerre en Ukraine, automatiquement, le choc qu'a connu l'économie nationale s'est répercuté sur la profession. La profession, pourquoi? Parce que c'est une profession, comme j'ai dit tout à l'heure, transverse et qui est opérationnelle dans différents domaines d'activité, notamment l'immobilier, notamment le marché du foncier, notamment les travaux publics et le bâtiment. Et donc, la profession s'adapte. L'ordre a mis en place 2 importantes actions durant ce mandat. La première action concerne la mise en place d'un système de régulation de la prestation topographique. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de mise à niveau et de résilience si on ne maîtrise pas tous les paramètres de la profession. Et donc, parmi les sous-axes de ce système de régulation, c'est de mettre en place un observatoire de la commande publique. L'ordre a participé activement à l'amendement du décret portant au marché public. Donc, on a donné toutes nos observations. On a essayé d'être présent durant toutes les phases de cet amendement. Cet amendement n'a pas encore vu le jour, mais parmi les choses très positives sur le secteur privé, c'est que la notion du moins 10 ans dans la commande publique, dans les marchés publics, sera annulée. Je reviens à la réforme, la résilience de la profession. Donc, on est en train de revoir la plateforme du contrat qui génère le contrat électronique. Et bien sûr, nous avons déjà commencé à focaliser l'effort sur la modernisation de la gestion des conseils. Aujourd'hui, on est 1300 ingénieurs géomètre-topographes. La manière de gérer ces 1300 diffère de la manière avec laquelle on gérait les 500, les 600, les 700, ainsi de suite. Donc, c'est un nombre qui galope en fonction du nombre de lauréats qui sont mis sur le marché chaque année, donc une moyenne de 70 lauréats. Bien sûr, le secteur public recrute très peu et donc le reste, ils sont versés sur le marché du secteur privé. Et donc, il faut moderniser l'administration des conseils de l'ordre pour mieux gérer, optimiser la gestion de la profession et notamment être au niveau de la digitalisation. Et donc, aujourd'hui, il y a un grand chantier qui est mené au sein des conseils, notamment la normalisation, parce qu'aujourd'hui, on doit normaliser nos actions, la mise en place d'un système qui permet d'avoir une traçabilité et bien sûr d'un système de partage de la donnée entre le Conseil national et les conseils régionaux. Donc voilà rapidement les actions phares de ce mandat et les actions phares qui ont été entamées les mandats passés. Et bien sûr, nous allons continuer le chantier de la normalisation parce que c'est un chantier qui finit pas en 1 an ou 2 ans. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons plusieurs prestations et donc il faut plusieurs normes. Merci Stéphane, de ces éclaircissements. Je vais rebondir sur un point que vous venez d'évoquer et qui constitue toujours un point important dans tous les mandats qui est la lutte
contre l'exercice illégal de la profession et l'empiètement que connaît notre profession. Alors, ma question, c'est comment vous témoignez l'efficacité des mesures entreprises par l'ordre et quelles sont ces mesures déjà entreprises par l'ordre pour lutter contre cet empiètement. Je peux vous garantir que l'exercice illégal, malheureusement, moi je suis en contact avec les différents ordres professionnels, les différentes professions organisées par une loi. Donc c'est un phénomène qui est partout dans toutes les professions. Et donc ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. Alors au niveau de notre profession, comme j'ai dit tout à l'heure, l'informel, il faut d'abord développer l'arsenal juridique. Donc le texte, le décret portant code des devoirs professionnels a mis en place un certain nombre de mesures qui permettent, si vous voulez, d'identifier avec clarté les obligations de chaque ingénieur. Parce que l'exercice illégal, dans certains cas, il est soutenu par certains collègues. Donc il fallait faire sortir ce code des devoirs professionnels. Donc c'est un outil juridique qui permet davantage de définir les droits et les obligations de chaque ingénieur géomètre topographe, qu'il soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Le deuxième volet, c'est renforcer le partenariat avec les pouvoirs publics. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas combattre l'exercice illégal en tant qu'ordre ou en tant que profession. Il faut mener des actions de partenariat avec les différentes administrations pour pouvoir le contrecarrer. Un troisième volet, j'ai tout à l'heure détaillé la modernisation de la profession. Tout à l'heure, quand j'ai dit la plateforme qui génère les contrats des IGT du secteur privé, et pour chaque contrat, il y a un code QR. Ce code QR, c'est une signature électronique qui permet de contrecarrer et de cerner l'exercice illégal de la profession. Le partenariat avec les administrations publiques, avec les pouvoirs publics, en termes de dématérialisation. Parce qu'aujourd'hui, autant limiter le contact entre le citoyen et l'administration, limiter l'utilisation du papier entre les professionnels et l'administration, permet de mieux développer les professions et de mieux cerner l'exercice illégal. Et donc, j'ai dit tout à l'heure, la signature électronique des documents qui sont échangés d'une manière électronique permet nettement de réduire cet exercice illégal et bien sûr rendre plus difficile à certains confrères qui font des pratiques qui ne sont pas saines à ne pas le faire. Bien sûr, c'est un combat qui est continu dans le temps. Bien sûr, la loi 3093 interdit l'exercice de la profession par des gens ou par des personnes qui ne sont pas inscrites au tableau de l'ordre. Et bien sûr, lorsqu'on détecte ce genre de pratique, le conseil régional automatiquement déclenche une procédure judiciaire auprès du procureur du roi. Et bien sûr, cette procédure judiciaire, lorsqu'elle est déclenchée, généralement, c'est vrai qu'elle est un petit peu longue, mais elle aboutit à réduire davantage cet exercice illégal. Bien sûr, il y a la partie disciplinaire en interne et je remercie beaucoup les confrères qui sont très éveillés par rapport à cela et les conseils régionaux. Alors, j'ai constaté durant les 2 dernières années un nombre important de dossiers disciplinaires sur la base de plaintes, soit déposées par des confrères, soit déposées par des citoyens, et soit dans certains cas déposées par des administrations. Des administrations qui ont des plans qui ne respectent pas, si vous voulez, les normes de la profession et les règles de l'art. Donc, toutes ces actions combinées de longue haleine permettent de réduire l'exercice illégal, je dis bien de réduire, et in fine, pour le combattre d'une manière radicale. Et donc, cette composante dans tous les plans d'action de la profession, durant tous les mandats, représente toujours une part très importante parce que l'objectif, c'est d'avoir un secteur qui est propre pour pouvoir donner l'accès aux jeunes à la profession dans des conditions favorables et surtout protéger le citoyen parce que généralement, c'est le citoyen qui est victime de ces pratiques illégales. Je pense que, comme nous disons, qui veut la paix se prépare à la guerre. Je pense que ça sera impeccable de démocratiser le contrat électronique au niveau de toutes les instances publiques avec lesquelles on travaille. Ce sera un moyen très efficace pour réduire davantage l'exercice illégal. Ce que vous venez de dire nous amène à une autre question. À part les plaintes
faites par les IGT ou bien les citoyens, est-ce que l'ordre est doté d'un moyen interne pour veiller au respect du code de devoir professionnel par les différents IGT? Alors, le règlement intérieur prévoit dans certaines de ces dispositions que les conseils régionaux établissent chaque année une liste des cabinets d'IGT à visiter, ce qu'on appelle les visites de contrôle et de surveillance. Et donc, l'aspect important de ces visites, c'est d'encadrer les ingénieurs géomètres-topographes du secteur privé. Et lorsque les élus ou les membres des conseils qui sont chargés de ces visites établissent un rapport de ces visites qui est présenté au conseil, si le conseil juge une insuffisance par rapport à certaines pratiques, il y a deux options, soit de convoquer l'ingénieur géomètre-topographe pour demander des explications, soit carrément procéder à un encadrement lorsqu'il y a insuffisance dans certaines choses. Par exemple, lorsqu'on a lancé le contrat électronique, il y avait un certain nombre de confrères qui avaient certaines difficultés dans l'utilisation de cette plateforme. Et donc, les conseils régionaux avaient le Conseil national, en étroite collaboration avec les conseils régionaux, on avait organisé plusieurs tournées au niveau des différentes régions pour expliquer aux gens, pour expliquer aux professionnels, aux IGT, l'avantage de cette plateforme. Et bien sûr, lorsqu'il y a difficulté, il y a automatiquement une assistance des conseils régionaux. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la structure de l'ordre, c'est le Conseil national et les conseils régionaux. Donc, les conseils régionaux ont un travail très intéressant de proximité auprès des IGT pour assurer cette assistance, pour assurer cet encadrement. Bien sûr, lorsqu'il y a défaillance, le conseil régional est dans la mesure d'engager une poursuite disciplinaire dans le but de corriger, pas dans le but de sanctionner, mais de corriger et de réduire certaines pratiques qui sont contraires à la loi. Oui, oui. Alors, je vais aller plus spécifique maintenant. Ces dernières années, nous avons remarqué, et bien sûr, vous avez remarqué aussi des baisses de prix significatives et même des estimations inhabituellement basses sur des marchés publics. Alors, comment l'ordre peut-il intervenir pour réguler ces valorisations, ces dévalorisations plutôt, en général, et en particulier vis-à-vis de la SFCC en tant que partenaire, entre guillemets, Gold? L'histoire des honoraires, c'est une chanson très classique. Et je peux vous assurer que c'est une problématique qui ne touche pas uniquement notre profession, elle touche d'autres professionnels, et qui ne touche pas uniquement l'IGT marocain. Il touche également les géomètres experts dans différents pays. Donc moi, j'ai l'occasion de contacter et de rencontrer des collègues qui sont pas marocains. Et ils ont deux fléaux dans leur profession. Le premier, c'est l'exercice illégal, même dans des pays très développés. Il y a de l'exercice illégal de la profession. Et le deuxième fléau, c'est les honoraires, la chute libre des honoraires. Écoutez, il n'y a pas de recette magique. Pour la simple raison, c'est qu'on est dans une économie qui est très libérale. Une économie qui dépend de l'offre et de la demande. Généralement, lorsque l'offre est, si vous voulez, est minime, la demande réagit en conséquence. Donc, lorsqu'il y a un nombre réduit de marchés, parce qu'aujourd'hui, la plupart des IGT sont installés entre les villes de Jadida et Knetra, donc l'axe Jadida-Knetra. Et les IGT qui sont installés dans cet axe, leur chiffre d'affaires, la partie importante de leur chiffre d'affaires est en fonction de la commande publique. Donc, on constate que le nombre d'IGT installés dans le secteur public privé augmente et on constate en contrepartie une baisse dans la commande publique. Surtout les 2 dernières années, après Covid, il y a eu une réorientation des finances publiques vers des investissements qui ne sont pas liés étroitement à la profession. Notamment, vous suivez l'actualité, le gouvernement mise sur la santé publique et sur la couverture médicale. Donc, il y a une réorientation des investissements publics au lieu d'investir dans les infrastructures. Donc, la commande publique, lorsqu'elle baisse, il y a une forte demande, il y a une forte installation des IGT dans le secteur privé et du coup, automatiquement, il se répercute négativement sur les offres et sur les honoraires. Au niveau du Code des devoirs professionnels, qui est un texte réglementaire publié par décret, nous avons mis une disposition, l'article 40. L'article 40 qui définit quels sont les paramètres à prendre en considération par un IGT lorsqu'il définit ses honoraires. Donc, il y a pratiquement 13 paramètres. Je ne sais pas si vous avez le code devant vous, mais vous pouvez voir l'article 40. Le code, il a été écrit et publié en arabe. Mais de toute façon, je vais rapidement citer les 13 paramètres. Donc, il y a 12 paramètres
qui concerne la partie technique, la nature de la prestation, le volume de la prestation, les difficultés techniques, la proximité par rapport au projet, la proximité par rapport au réseau géodésique, les moyens humains et techniques de l'ingénieur géomètre-topographe. Donc, tous ces paramètres doivent être pris en considération lors des calculs des honoraires. La durée du projet, parce qu'un projet qui dure un mois n'a rien à voir avec un projet qui dure 1 an ou 2 ans. Bien sûr, la disponibilité des moyens humains. Aujourd'hui, lorsqu'un IGT a les moyens humains qui sont occupés par plusieurs projets et lorsqu'il a un autre projet, il est dans l'obligation d'investir dans d'autres moyens humains et techniques. Et bien sûr, les étapes détaillées du projet. Alors, le 11e paramètre qui est très important, c'est la responsabilité civile professionnelle. Aujourd'hui, c'est un paramètre qui échappe aux honoraires des ingénieurs géomètres-topographes. Quel que soit le statut de l'IGT, société aux personnes physiques, l'acte de la profession, il est automatiquement lié à la responsabilité personnelle de l'ingénieur géomètre-topographe. Quelle que soit la personne qui a établi, si vous voulez, qui a participé à l'établissement de ce plan. Tout document établi par un IGT, signé et cacheté par l'IGT assume la responsabilité personnelle lorsqu'il y a faute professionnelle qui découle de ce document. Et donc déjà, la responsabilité civile professionnelle, elle a un coût. Et bien sûr, les coûts et les charges fixes et variables de la prestation. Le 13e paramètre qui est important, c'est que l'IGT, dans le calcul de ses honoraires, doit prendre en considération le guide référentiel des honoraires établi par l'ordre. Et bien sûr, les normes. Pourquoi on l'a normalisé? On l'a normalisé pour plus de transparence et pour plus d'équité dans la réalisation des prestations. Parce qu'aujourd'hui, on ne tolère pas qu'un ingénieur géomètre-topographe établit un document sans prendre en considération les normes techniques de la profession. Et bien sûr, le guide référentiel, je dis bien un référentiel, parce que la loi nous interdit de fixer les prix, un référentiel auquel l'IGT doit prendre en considération lors de l'établissement des saisons honoraires. Malheureusement, c'est un travail de sensibilisation très important qu'on doit faire au niveau de la profession par les instances, de sensibilisation de tous les professionnels IGT à respecter cet article 40. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui est lié à la perception des choses. Un ingénieur géomètre topographe qui investit dans son image de marque, qui investit dans son cabinet, qui investit dans la formation continue de ses collaborateurs, qui investit dans les nouvelles technologies, est totalement et strictement différent d'un ingénieur géomètre topographe qui adopte une posture très classique. Donc c'est un travail de tous les jours qu'on doit mener, nous, les instances de l'ordre, en collaboration avec les confrères et bien sûr les consoeurs, et les collègues doivent être en mesure de mieux se positionner par rapport aux différents acteurs. Donc, cette histoire d'honoraires, en partie, elle va être réglée dans les marchés publics. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministère des Finances a lancé, depuis l'année dernière, un projet d'amendement du décret des marchés publics. Alors, dans ce décret, qui sera publié incessamment, adopté par le gouvernement et publié au bulletin officiel incessamment, qui rentrera en vigueur certainement dès le début de l'année prochaine, c'est écrit noir sur blanc, il n'y aura plus de moins de 10 ans. On va octroyer à l'offre financière la plus proche à la moyenne arithmétique des offres. Parce qu'effectivement, depuis l'instauration du système du moins 10 ans dans la commande publique, les honoraires de tous les professionnels, je dis bien tous les professionnels, dans le bâtiment, dans les travaux publics, dans les études, ont connu une chute exponentielle qui est vraiment très négative sur le développement des différentes professions. Avec cette disposition au niveau du nouveau décret, d'opter pour l'offre la plus proche de la moyenne arithmétique de toutes les offres des concurrents, je crois que les choses vont s'améliorer nettement. Je pense que c'est l'approche adoptée par Canada concernant les marchés publics. Il opte pour celui qui est justement le plus proche au moyen arithmétique des différentes estimations par les prestataires. Concernant le guide d'honoraires, je pense qu'on va détailler par la suite sur les guides d'honoraires. Mais le dogme libéral, lorsque nous inscrivons dans une approche libérale, nous inscrivons dans une approche normative, contrairement à l'approche descriptive qui ne prétend pas changer la réalité des choses. L'approche normative instaure la réalité telle qu'elle devrait être, et vers laquelle on doit aller. Généralement, on la qualifie par téléologique, du mot grec télos, qui veut dire destination. Et du coup, l'ordre, en tant que tel, en tant que cette entité juridique et morale, est-ce qu'elle a cette prérogative de concerter, d'une part, avec les instances publiques,
lorsqu'il y a des estimations très très basses des villes. Ça d'une part, et d'autre part, d'instaurer, ou bien de, bon, c'est déjà il y a un guide d'honoraires, comment l'ordre euh, peut veiller au respect de ce guide d'honoraires. Comme j'ai dit tout à l'heure, je fais juste un rappel, il y a une loi qui interdit de fixer les honoraires. Donc c'est une loi qui est en vigueur au Maroc, qui ouvre la libre concurrence des honoraires chez tous les professionnels. Par rapport aux partenaires publics, effectivement, nous menons des actions de sensibilisation avec nos partenaires par rapport aux estimations de l'administration. Malheureusement, comme vous le savez, l'administration publique elle est soumise à un contrôle financier. Il y a le ministère des Finances qui contrôle les différentes dépenses des différentes entités publiques. Et donc, il y a un principe au niveau des contrôleurs financiers, c'est qu'aujourd'hui, on lance une commande publique destinée à des professionnels qui sont organisés par un texte de loi, avec des termes de référence qui sont spécifiques, qui sont clairs, des conditions qui sont décrites dans les cahiers de prescription spéciale. Et donc, du coup, les contrôleurs financiers imaginent mal qu'on s'adresse à une profession organisée par un texte de loi, qu'on s'adresse à des cadres, à des ingénieurs, qu'on leur donne une commande publique avec des conditions stipulées noir sur blanc dans des cahiers de prescription spéciale. Et après, quand les professionnels proposent des offres financières, on va commencer à écarter. C'est un principe qui n'est pas admis par les contrôleurs financiers de l'État. Pour la simple raison, c'est qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus dans l'approche concurrence libre et dans l'approche de préconiser les professionnels à engager leurs responsabilités. Alors, dans le décret actuel des marchés de passation de la commande publique, il y a une disposition qui stipule clairement, lorsqu'un concurrent propose une offre de prix anormalement basse par rapport à l'estimation de l'administration, il n'est pas automatiquement écarté, mais l'administration, elle est amenée à saisir ce concurrent pour deux choses. D'abord, s'il maintient ses prix. Ensuite, il doit justifier ses prix. Alors malheureusement, à ma surprise, les pouvoirs publics me confirment que lorsqu'il s'agit d'un IGT, l'IGT, il répond avec fermeté qu'il maintient ses prix. Et pire que ça, il justifie ses honoraires tout en dégageant une marge bénéficiaire. Donc, devant cette problématique, si vous étiez aussi IGT contrôleur financier de l'État, je serais dans l'incapacité d'écarter un professionnel qui est ingénieur, qui a signé dans le cahier de prescription spéciale à la dernière page lu et accepté, et qui confirme son offre anormalement basse, et qui justifie ses prix tout en dégageant une marge bénéficiaire. Donc ça, c'est un dilemme. Voilà, C'est un dilemme. je pense que c'est le temps d'invoquer ou bien de convoquer ce que disait Thomas Hobbes. L'homme est un loup pour l'homme. C'est d'où la nécessité de mettre en œuvre des règles et des normes. Alors les règles justement, les règles, c'est de mettre en place des normes qui sont claires, de travailler avec les pouvoirs publics sur des CPS qui sont clairs, et surtout avec l'amendement qui sera opéré sur le décret portant Code des marchés publics, il n'y aura plus le moins-disant, il y aura celui qui est proche de la moyenne arithmétique. Les choses certainement vont connaître une amélioration, tout en prenant en considération l'équation offre et demande. Ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, si on est 700 entreprises, l'ordre n'a jamais mené une étude sur le marché topographique pour justement avoir une idée sur l'adéquation offre et demande de la commande publique. Ouais, restons sur ce point des marchés publics. En fait, il y a des marchés publics qui sont généralement attribués à des BET où le service topographique n'est qu'une prestation accessoire et un accord avec l'IGT n'est pas requis dans le règlement. Donc, que peut faire l'ordre pour regagner cette partie importante de la commande publique, surtout que dans le programme du mandat 2021-2025, le premier axe, vous envisagez de clarifier et élargir le spectre des interventions de la profession. Concrètement, est-ce faisable? Comment? Et d'autre part, parfois, en regardant les conditions pour participer à un marché, on constate qu'il y a clairement du sur-mesure et du ciblé parfois. Qu'en pense l'ordre de ce point? Alors, l'ordre, c'est le régulateur de la profession. L'ordre, il a l'obligation de travailler dans la transparence et de mettre tous les IGT, quelle que soit leur taille, les IGT privés, quelle que soit leur taille, au même pied d'égalité et d'ouvrir le maximum
vers la concurrence. Le cas de la commande publique, c'est un travail quotidien avec les administrations publiques, avec nos partenaires. Nous considérons que les pouvoirs publics sont des partenaires. Nous avons tout le temps les canaux de communication avec ces administrations. Dans les cas que vous avez cités, intégrer la partie topo dans des marchés qui ne concernent pas la profession, c'est un débat qui est toujours ouvert avec ces départements ministériels, principalement le ministère de l'Équipement, avec lequel nous menons des réflexions sur la séparation totale de la prestation topographique des études. Le ministère a ses raisons. L'ordre défend la profession. On essaie de trouver le juste milieu qui permet d'abord à ce que la prestation soit faite par un IGT inscrit au tableau de l'ordre, et bien sûr qui garantit l'indépendance de l'IGT. Parce qu'aujourd'hui, le problème, quand on intègre la prestation topo dans un marché qui est attribué à un autre professionnel, se pose d'une manière claire la responsabilité. Aujourd'hui, le maître d'ouvrage, il a devant lui l'attributaire du marché qui est responsable. Est-ce qu'un attributaire d'un marché d'études ou de travaux peut se doter de la responsabilité d'une prestation topographique? Donc, il y a déjà un débat d'ordre juridique sur cette thématique. Ensuite, au niveau de la profession, au niveau de l'ordre, comme j'ai dit tout à l'heure, l'Observatoire de la commande publique. Donc, c'est une sorte de veille sur tous les appels d'offres qui touchent de près ou de loin la profession. Donc, sur 90% des cas, on agit avec les pouvoirs publics, avec nos partenaires. 70% des cas, les administrations remettent en cause l'appel d'offres et revoient le CPS. Les 30% restantes, c'est des cas qu'il faut traiter et qu'il faut bien sûr être très vigilant par rapport à l'intégration de la prestation topographique. Parce que l'administration justifie que dans le CPS, il est stipulé clairement que la partie topographique doit être confiée à un ingénieur géomètre topographe inscrit au tableau de l'ordre et avec lequel le prestataire ou l'attributaire du marché doit contracter un contrat. Aujourd'hui, cette disposition, nous estimons qu'elle n'est pas légale pour la simple raison qu'il y a un problème de responsabilité. Et bien sûr, il faut travailler avec les pouvoirs publics, les partenaires publics, dans ce sens pour rectifier ces CPS. Récemment, nous avons mené des rencontres intéressantes avec la Trésorerie générale du Royaume, parce qu'elle a un droit de regard sur les appels d'offres, sur la commande publique. Et donc, nous allons mener plusieurs actions. Parmi ces actions, c'est l'établissement des CPS type. Et ça, c'est très important. Ça va réguler la prestation. Et comme vous l'avez signalé tout à l'heure, ça va éviter les CPS taillés sur mesure. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, les CPS qui sont taillés sur mesure représentent de la concurrence déloyale au sein de la profession. Donc, l'ordre, il est très clair là-dessus. On est contre ce genre de CPS parce qu'on considère que tout le monde doit avoir sa place sur le marché et dans la commande publique. On est très vigilant. Chaque fois qu'un CPS qui démontre ce genre de pratique, nous attaquons automatiquement l'appel d'offres. Quand je dis nous attaquons d'une manière institutionnelle avec nos partenaires. Et puis, c'est un travail à l'amont qu'on doit mener, nous, ordre, avec les administrations publiques dans l'élaboration de leur CPS. Et donc, l'idée de travailler sur des CPS types avec la Trésorerie générale du Royaume, elle est très intéressante car ces CPS, ils ont pour finalité d'être publiés au bulletin officiel et donc ils seront opposables au tiers et ils vont amener les administrations à les respecter. Tout ça, c'est du travail, c'est du quotidien parce qu'on ne peut pas contrôler tous les CPS, on ne peut pas contrôler tous les marchés publics. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la mise en place d'un observatoire, elle est très pertinente, ne serait-ce que pour faire la veille en termes de commande publique. Et puis, je voudrais sensibiliser les collègues qui travaillent avec les administrations dans l'élaboration des CPS taillés sur mesure, d'avoir plus de transparence et faire intervenir l'ordre dans ce genre de choses. Parce que on a soulevé plusieurs et relevé plusieurs cas d'administration qui n'ont pas l'expertise, qui n'ont pas l'expérience, qui ne disposent pas d'ingénieurs géomètres, topographes au sein de leur structure, de leur service. Et bien sûr, ils font appel à certains collègues du secteur privé pour demander conseil, pour demander des informations. Et donc, nous, en tant qu'ordre, nous devons mener ces réflexions avec ces pouvoirs publics, s'approcher davantage vers eux et ne pas rester dans la défensive en train d'attendre à ce qu'un CPS soit publié pour réagir. Il faut travailler à l'amont avec ces administrations. Oui, c'est un travail très intéressant. Je pense que
ça va fondamentalement mener à l'émergence du métier en général, du fait que ça va quand même optimiser les rapports de force et de puissance des IGT, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau d'indépendance que vous venez d'invoquer. Alors, à part les marchés publics, il y a une grande partie de commandes qu'on qualifie particuliers. Alors, quand si on parle le marché libéral, est-ce qu'il y a des mesures qu'on peut prendre pour garantir une distribution équitable de cette prestation? Et là, j'invoque une discussion que nous avons fait lorsqu'il y a le confinement sur le système quota. Écoutez, il y a eu de la jurisprudence à ce niveau, hein, donc il ne faut pas commettre les mêmes erreurs. Le Conseil de la concurrence est une institution créée par la Constitution marocaine et donc qui a pour mission de contrôler, de réguler et de vérifier si la concurrence est réalisée dans les différents secteurs. L'économie dans laquelle nous vivons et dont les principes fondamentaux se basent sur la libre concurrence nous interdit de penser à faire de l'équité. Aujourd'hui, l'équité est assurée par les efforts que déploie chaque entreprise. J'ai expliqué tout à l'heure, il y a des entreprises qui investissent dans les nouvelles technologies, il y a des entreprises qui investissent dans la formation continue. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre tout le monde au même pied d'égalité et créer ce qu'on appelle l'équité dans la réalisation de la prestation. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des ingénieurs géomètre-topographes qui sont très brillants, qui investissent dans beaucoup de secteurs. Et donc, les mettre au même pied d'égalité avec d'autres qui n'arrivent pas à investir et développer leur business serait très déplacé de notre part. Aujourd'hui, l'ordre, il a l'obligation de veiller à la libre concurrence, de vérifier que la concurrence est loyale et bien évidemment de veiller à ce que tout le monde trouve sa place sur le marché. Le système de quotas, il est antilibéral. Certainement, il va contribuer à développer de la médiocrité. Aujourd'hui, on doit créer de la concurrence, mais bien sûr de la concurrence avec loyauté, la concurrence dans l'investissement, la concurrence dans les nouvelles technologies, la concurrence dans le nouveau concept, la concurrence dans la formation continue, et puis la concurrence loyale pour impulser l'excellence. Aujourd'hui, l'excellence doit être un de nos principes, et croyez-moi, le système de quotas, il ne développe pas ce concept, et on va se retrouver avec 100 clients divisé par 700 IGT, ça va faire 1,1 client par IGT, et on va entrer dans des considérations qui vont basculer vers la concurrence déloyale et à développer une certaine régression dans la profession. Donc, comme j'ai dit, l'ordre doit veiller au respect de la concurrence, doit veiller au respect de la loi et bien sûr, il doit vérifier si le citoyen ou le client est protégé parce que notre rôle également, c'est de protéger en tant qu'acteur public, de protéger le citoyen ou le client final, que ce soit le citoyen ou une structure privée ou une administration publique. Donc, il y a eu effectivement, durant l'année 2020, un débat et on faisait un petit peu allusion à certaines professions. Donc aujourd'hui, ces professions sont de très mauvais draps avec le Conseil de la concurrence. Je veux pas donner d'exemples, je m'abstiens de donner des exemples. Par contre, l'idée intelligente qui a émergé des instances ordinales, c'est de mettre en place un système de régulation. Donc, c'est un système qui permet de vérifier l'adéquation des moyens et du plan de charge. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons certains confrères déposent des milliers de dossiers et qui ne disposent d'aucun moyen humain ni technique. Et donc, ça donne à réfléchir. Aujourd'hui, au contraire, il faut protéger les jeunes. Il faut créer de la dynamique chez les jeunes. Pour protéger ces jeunes, il faut déblayer le marché et éviter de prononcer ce mot quota. Parce que croyez-moi, qui dit quota dit automatiquement la médiocrité. Donc un système qui régule en fonction des moyens, en fonction de la qualité, en fonction du respect des principes fondamentaux de la concurrence loyale, sera plus productif que de mettre en place un système de quotas. Ça veut dire 100 clients divisé par 700 IGT. Ça va faire un dossier,1. On sera dans l'illégalité totale et on sera dans un contexte qui n'est pas très sain. Donc, le quota, c'était apparemment qu'une proposition. C'était pas l'objectif ou bien la finalité en elle-même, mais c'était une proposition de
d'un outil, d'un instrument parmi tant d'autres pour arriver à la même finalité qui est la régulation. Donc, on va arriver à la régulation, c'est ça l'objectif. Le système de régulation qui va être mis en place, il faut que tout le monde contribue. Aujourd'hui, on ne peut pas implémenter un système. Une fois en place, il n'est pas respecté par les collègues. Ça ne marchera jamais. Donc, il faudra être sensible à ce genre de choses. C'est un système de régulation. C'est un système qui n'a pas l'objectif de limiter ni la capacité de production, ni le nombre de dossiers. C'est un système qui doit veiller au respect de la réglementation. C'est un système qui va encourager l'investissement, c'est un système qui va encourager le développement. Parce qu'un ingénieur qui va développer son cabinet, qui va recruter, qui va investir dans le matériel, aura plus accès à une grande commande publique ou privée qu'un cabinet qui ne dispose pas suffisamment de moyens. Donc il faut le voir dans l'autre sens parce que certains confrères m'ont réclamé que ce système de régulation va pénaliser les grands cabinets. Au contraire, c'est un système qui va favoriser le développement des grands cabinets et le développement des petits pour pouvoir devenir grands cabinets. C'est un système qui va favoriser la mutualisation des efforts, parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, je conçois mal qu'un ingénieur, un cabinet égale un ingénieur. Il faudra penser à créer des groupements, il faudra penser à innover, il faudra penser à percer sur des niches, sur des marchés qui ne sont pas encore exploités par ou explorés par les ingénieurs géomètres topographes. Je peux citer un exemple. Est-ce que tout le monde aujourd'hui a besoin d'acheter un scanner ou d'acheter un drone? Est-ce qu'on ne peut pas mutualiser nos efforts et déployer des idées pour avoir des structures qui sont importantes, mais qui peuvent bien sûr être opérationnelles? En tout cas, on défend le topographe, mais pas la médiocrité, comme un jour l'a dit un collègue. D'après ce que nous avons de discuter et aussi les mesures que vous avez citées, Monsieur le Président, on voit que l'apport de l'ONGT pour le secteur privé, il est bien clair. Comment l'ordre soutient les IGT dans le secteur public également? Votre question est très pertinente, hein. Effectivement, je reconnais que plus de 70% d'actions menées par la profession est en faveur du secteur privé. Effectivement, ça je le reconnais. Et puis, ça a été toujours le cas. Le cas pour la simple raison qu'aujourd'hui, le secteur public, il est doté, organisé par des textes réglementaires qui régissent la fonction publique et dont les ingénieurs géomètres topographes en font partie. Par contre, la profession peut soutenir les ingénieurs du secteur public dans la formation continue. Elle peut les soutenir lorsqu'il y a problème au niveau de l'administration qui les emploie. Et donc, à ce jour, très rarement, nous avons vu une réclamation d'IGT du secteur public. Parce que, comme vous le savez, le secteur public dispose d'une réglementation qui ne fait pas de distinction entre ingénieurs ou cadres ou autres. Mais l'occasion se présente toujours avec notamment les ministres et les hauts responsables de solliciter plus d'attention aux ingénieurs géomètres topographes qui travaillent dans le secteur public, notamment en termes de responsabilité, de postes de responsabilité. Donc, on essaie de sensibiliser. On essaie de sensibiliser les confrères également à percer dans des domaines parce qu'on ne peut pas, il n'y a pas d'administration à part l'Agence nationale de la conservation foncière qui emploie un ingénieur géomètre topographe pour pratiquer de la topographie. Donc, j'invite les collègues qui sont dans le secteur public. Il y en a qui sont très brillants, il y en a qui ont des postes importants de responsabilité, de développer leurs capacités pour basculer vers dans des postes de management au lieu de rester, si vous voulez, attachés à des postes qui sont des postes purement techniques. Mais effectivement, la profession essaie de travailler beaucoup plus dans le secteur privé parce que, comme j'ai dit, le secteur public, il est régi par sa propre réglementation. Et puis, il n'y a pas, si vous voulez, un statut particulier d'ingénieur géomètre topographe au sein de l'administration. L'ingénieur géomètre topographe, lorsqu'il est recruté, il fait partie du corps d'ingénieurs ou du corps des cadres qui relèvent de cette administration. Mais effectivement, on doit faire plus d'efforts et donner plus d'attention à nos confrères. Sachant que les confrères du secteur public, il y en a soit qui s'installent dans le privé durant leur parcours
durant leur parcours, et soit ceux qui s'installent dans le privé une fois qu'ils sont mis en retraite. Donc, si vous voulez, le secteur privé reste la grande porte qui est ouverte à la catégorie du secteur public. Mais ceci dit, la profession, elle est là pour soutenir nos collègues du public, et puis en fonction de leurs demandes. Je vous rejoins parfaitement dans cette idée. Je pense que parmi les outils que les professionnels utilisent pour justement optimiser leur rapport de force, c'est de faire du lobbying, et on ne peut pas faire du lobbying si on n'a pas des confrères qui sont dans des postes de management dans les différentes entités, structures publiques. Merci pour la réponse qui est claire et détaillée. Aussi pour l'intervention de Mohamed, je vous rejoins également. Concernant la nouvelle politique des taxes sur les métiers libéraux que nous avons entendu ces derniers jours ou bien ces dernières semaines, quelles sont les actions que l'ordre a prises pour faire face à ces nouvelles dispositions du projet de loi de finances de 2023 et quel est l'avancement par rapport à ce sujet-là et aussi les actions entreprises et également la réaction ou bien la réponse de l'État ou bien le résultat de ce qui a été fait. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières 2 semaines. Écoutez, je vais être très franc avec vous. On a rarement donné de l'importance aux différents projets de loi de finances. Franchement, on subissait les dispositions de ces différentes lois comme toute entreprise. Aujourd'hui, je pense l'un des axes importants de la profession sur lesquels elle doit travailler. Bien sûr, on ne peut pas travailler en tant qu'ordre, que quantité isolée. Il faut qu'on travaille avec d'autres corps, d'autres ordres. Aujourd'hui, il y a une vingtaine d'ordres qui existent au Maroc, qui réglementent une vingtaine de professions. Ça fait quand même un nombre important de professionnels et de structures ordinales. Et il faudra qu'on travaille en groupement avec ces différents ordres pour mener des réflexions avant la publication du projet de loi de finances. Donc cette année, le projet de loi de finances pour l'année 2023 a émis des dispositions réglementaires qui sont trop sévères en matière d'imposition. Et pour la première fois au Maroc, on va mettre en place un système d'imposition à l'avance, ce qu'on appelle la retenue à la source, et ce qui existe uniquement chez les salariés du secteur privé ou du secteur public. L'impôt sur le revenu des salariés, privé ou public, a été depuis toujours au Maroc retenu à la source. Par contre, le système instauré pour les sociétés ou pour les structures privées est un système déclaratif, c'est-à-dire que vous exercez votre activité durant toute l'année et à la fin de chaque année, vous établissez un bilan financier dans lequel vous détaillez vos dépenses, vos recettes et vous dégagez si vous avez un bénéfice ou un déficit. En fonction des tranches du bénéfice, vous payez l'impôt sur le revenu ou les sociétés et en fonction, si vous avez un déficit, vous payez ce qu'on appelle la cotisation minimale. Aujourd'hui, les dispositions dans le projet de loi de finances 2023 ont inventé un nouveau système. C'est un système de taxation à l'avance qu'on a appelé impôt retenu à la source. Ça veut dire que chaque facture, chaque paiement effectué, chaque encaissement effectué par un IGT privé, le client qui est en face va retrancher 20%, hors TVA bien sûr, sur le montant hors taxe, ce qu'on appelle l'impôt retenu à la source. Et à la fin de l'année, vous allez faire votre bilan habituel, vous allez comptabiliser vos charges, comptabiliser vos dépenses et vous allez faire la déclaration si vous avez un bénéfice. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, vous aurez 20% qui est retranché durant toutes vos opérations d'encaissement. Nous estimons que c'est une disposition qui va tuer l'entreprise parce qu'elle va déstabiliser complètement sa trésorerie. Aujourd'hui, avec 20% retenu à la source d'un encaissement hors taxe, on sera tout le temps dans le doute, on ne pourra pas investir, on ne pourra pas acheter du matériel, on ne pourra pas renouveler du matériel, on ne pourra pas investir dans la formation continue et on sera tout le temps dans le doute par rapport à la fin de l'année. Est-ce que je serai en mesure de réaliser un bénéfice? Est-ce que je serai en mesure d'atteindre au moins les 20%? La grande question qui se pose aujourd'hui, est-ce que si l'État a pris 20% qui dépasse ma finance ou mes déclarations, va me les rembourser? Chose qui n'est stipulée nulle part dans le projet de loi de finances. Il est mentionné clair, noir sur blanc, d'effectuer la retenue à la source, mais aucune disposition ne mentionne comment les choses vont se dérouler à la fin de chaque année lorsque l'entreprise va établir son bilan. Alors l'action qu'on a menée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une disposition qui touche tout le secteur privé, toutes catégories confondues. Donc une instance qui a été créée il y a une quinzaine d'années, c'est la Confédération des ordres professionnels. C'est une association qui regroupe tous les ordres professionnels. Donc,
On s'est réunis on se réunit tout le temps depuis pratiquement 3 semaines, depuis l'annonce du projet de loi de finances. Nous avons établi des communiqués, nous avons mené plusieurs réunions au Parlement parce qu'aujourd'hui, le projet de loi de finances, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, à partir de 2023, tous ces ordres doivent travailler à l'amont, mener des réflexions et faire des propositions au gouvernement avant d'établir le projet de loi de finances, bien sûr, tout ayant l'espoir que ces pouvoirs publics vont nous écouter ou donner de l'attention à nos propositions. Donc nous avons mené beaucoup de rencontres et de réunions au niveau du Parlement avec les différents groupes parlementaires, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Et donc là, on bascule vers un concept de lobbying, de vrai lobbying, et un concept purement politique, comment convaincre les différents partis politiques. Malheureusement, le vote au niveau de la première chambre s'est déroulé hier soir. Ils ont réduit le taux de 20% à 15% pour les personnes physiques et de 20% à 10% pour les sociétés. Le projet de loi va débarquer la semaine prochaine à la deuxième chambre. Il faut mener avec assiduité et avec force et multiplier les rencontres avec les différents groupes parlementaires pour les convaincre à réduire davantage ce taux. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté à travers le discours ferme, que ce soit de la ministre des Finances ou du ministre délégué chargé du budget, que l'État ne fera pas marche arrière sur ce principe de retenue à la source des entreprises privées. Et donc, autant négocier des taux, sinon demander l'annulation, et puis travailler ensemble pour justement, tout à l'heure on a parlé des honoraires, donc il faut mener une campagne de sensibilisation très importante pour expliquer aux IGT cette histoire de retenue à la source. Parce que je suis sûr et certain, comme d'autres entreprises, beaucoup de gens donnent très peu d'importance au projet de loi de finances. Aujourd'hui, moi je suis convaincu que l'ordre, parmi ses missions, doit travailler à l'amont dans tout projet de loi de finances, parce on gère un secteur privé, et lorsqu'il y a des dispositions réglementaires qui font partie de la loi de finances, ils sont automatiquement appliqués à toutes les entreprises privées, quel que soit leur statut et quelle que soit leur spécialité ou domaine d'activité. Parce que la loi de finances n'exclut personne. Elle est applicable à toute entreprise privée, que ce soit personne physique ou morale, et qui opère dans différents domaines d'activité. Donc c'est un combat qu'on va mener avec force. Quand je dis combat, je le dis dans le bon sens, dans les coulisses du Parlement, avec les groupes parlementaires, essayer de convaincre, parce que finalement, c'est eux qui vont voter le projet de loi. Et bien sûr, ne pas négliger le contact avec les deux ministres pour les convaincre. Aujourd'hui, nous considérons que nos professions sont sinistrées. On est solidaire avec notre économie. Notre économie est également sinistrée. On est solidaire. On ne peut pas se désolidariser de notre économie. Nous sommes les gens qui défendent le paiement des impôts parce que l'une des conditions de la concurrence loyale, c'est que tout le monde doit payer correctement ses impôts et ses salariés et faire ses déclarations d'une manière régulière et honnête. Aujourd'hui, pour asseoir une concurrence loyale, il faut que tout le monde déclare ses revenus, il faut que tout le monde paye ses impôts pour justement pouvoir assurer une concurrence libre mais loyale dans le secteur privé. Donc on est solidaire avec les difficultés économiques que traversent les pays, notre pays. On est solidaire avec les gens qui sont en difficulté, mais on dit qu'on est des secteurs qui sont sinistrés, on est des professions qui sont sinistrées, et donc on ne peut pas aujourd'hui venir du jour au lendemain ajouter une taxation, sachant qu'on est dans une sorte d'équité, on parle d'une sorte d'allègement de l'assiette fiscale. Donc aujourd'hui, on est surpris de voir le gouvernement instaurer un système d'impôt qui n'est pas clair, franchement, qui n'est pas clair. Aujourd'hui, retenir à la source un pourcentage, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas clair parce que, en principe, le système déclaratif, il a donné ses résultats. Nous avons mené en 2018 des négociations avec la Direction générale des impôts et nous avons acté une convention pour donner la possibilité à nos ingénieurs de faire la déclaration rectificative. Et donc, ça a été une excellente chose d'ouvrir le débat avec la Direction générale des impôts. Je ne sais pas pourquoi il y a eu cette rupture. Il fallait ouvrir davantage les débats avec les professionnels pour pouvoir se mettre d'accord sur un pourcentage. Parce que le principe, je peux comprendre, les pouvoirs publics aujourd'hui veulent garantir un minimum de taxes perçues à l'avance. Je suis tout à fait conscient de ce concept, mais il faut ouvrir le débat et l'adapter en fonction des difficultés de chaque profession. Nous espérons bien que les actions déjà entreprises et celles à venir seront quand même en faveur de l'ingénieur. Juste entre parenthèses, il ne Je reste souhaite pas que ça beaucoup. soit en faveur de notre économie et de notre pays
Et automatiquement, l'ingénieur géomètre-topographe va bénéficier. Oui, sûrement, oui, exactement, ouais. Bah, au moins, il ne sera pas quand même impacté négativement. Ce que je peux vous garantir, c'est que cette disposition va toucher toutes les professions. Aucune profession ne sera exclue. Aucune. Même si nous avons constaté ces derniers jours beaucoup de sorties médiatiques et beaucoup de contestations, mais la disposition qui sera fixée au niveau de la loi de finances ne va exclure aucune profession. Ok, donc je pense que nous avons arrivé à l'étoile polaire vers lequel tous les ingénieurs s'orientent et vers lequel je pense que tous les ingénieurs doivent s'aligner, qui est la loi 3093. Et donc, quels sont les amendements juridiques que l'ordre propose pour le rehaussement du métier? Quelle vision pour cet amendement? Et concernant le projet conduit par l'ordre pour la mise à jour du règlement intérieur, est-ce qu'il y a des nouveautés, des deadlines, etc.? Écoutez, l'amendement de la loi 3093 aujourd'hui est une obligation. C'est un texte de loi qui a permis à la profession de se développer durant une vingtaine d'années. Avec la pratique, on a constaté certaines limites. Dans le plan d'action de ce mandat, il est mis noir sur blanc l'élaboration de l'étude de la refonte de la loi 3093. Alors, le Conseil national, durant l'année 2022, a lancé plusieurs actions et donc il a pris la décision de retarder l'étude de cet amendement jusqu'à l'année 2023. L'année 2023 va connaître ce chantier important. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amendements qui sont sur la table, il y a des réflexions par-ci, par-là. Nous allons certainement, le Conseil national va certainement adopter les actions qui vont être menées durant l'année 2023. Et donc, parmi ces actions, il y aura le lancement de l'étude et la refonte de la loi 3093. Il y a plusieurs limites dans ce texte de loi à travers la pratique. Il y a des limites qui concernent le volet disciplinaire. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont plus adaptées aujourd'hui à la réalité en matière disciplinaire. Et il y a certaines dispositions qui sont limitées en termes d'élection. Nous l'avons constaté à plusieurs reprises. Il y a le problème de la mise en place des conseils régionaux. Le chiffre 100 pour mettre en place un conseil régional est considéré très handicapant. D'ailleurs, en 27 ans, nous n'avons que 4 conseils régionaux, alors que l'action du conseil régional était très importante. On ne peut pas aujourd'hui concevoir un conseil régional qui a la région ou plusieurs régions de la ville de Marrakech jusqu'à le Gouéra. C'est pas possible. Il faudra revoir ce chiffre à la baisse. Il y a également certaines dispositions qui concernent l'article 1er de la loi et qui concernent les domaines d'activité de la profession qu'il faudra revoir. La stratégie de la loi, il faut qu'on travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, notamment le ministère de l'Agriculture, qui est notre ministère de tutelle. Il faudra, depuis le début, travailler en collaboration avec eux et avec le secrétariat général du gouvernement pour justement essayer de travailler sur un texte qui passera mieux, sachant que la loi 3093, l'amendement de la loi, passera par les mêmes étapes que le projet de loi de finances. Et il sera approuvé en conseil de gouvernement et puis il va bondir sur les bancs des parlementaires, la première chambre, la deuxième chambre, une relecture de la première chambre et la publication au bulletin officiel. Donc il faudra qu'on soit très vigilant dans nos amendements, il faudra qu'on cible les amendements. Il ne faut pas penser à une refonte totale de la loi, c'est pas possible. Il y a aujourd'hui des dispositions qui nécessitent un amendement très urgent, et donc il faudra les cibler. En tout cas, on va mener cette étude de refonte durant l'année 2023. J'espère qu'on va pouvoir présenter un draft au ministère de l'Agriculture et au secrétariat général du gouvernement pour pouvoir l'étudier avec nous avant de passer les autres étapes d'amendement. Vous avez parlé du règlement intérieur. Le règlement intérieur est une histoire très simple parce que ça concerne la gestion interne et donc ça ne nécessite ni parlement, ni décret, ni conseil des ministres, ni conseil de gouvernement, ni secrétariat général du gouvernement. Donc c'est un dossier interne qui va être traité en interne. Et bien sûr, on fera de la même manière. Il y aura de l'adaptation à la réalité. Il y a certaines dispositions de ce règlement intérieur qui sont plus d'actualité. Et il y a d'autres dispositions qui doivent être mis à jour. Donc le règlement intérieur est plus simple parce que c'est une affaire interne à l'ordre. Donc il y a une commission qui travaille déjà sur ce document qui sera présenté incessamment au Conseil national et qui sera approuvé par le Conseil national. Il ne nécessite
démarches administratives ou publications auprès du secrétariat général du gouvernement. Par contre, la loi, ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Ça nécessite de la solidarité avec la masse des IGT et ça nécessitera, comme vous avez cité tout à l'heure, une certaine forme de lobbying. Et puis, moi, je suis très sceptique à une refonte totale. Il faudra cibler les articles et puis trouver les arguments pour pouvoir convaincre les pouvoirs publics à son amendement. D'accord, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour toutes les réponses claires, détaillées, enrichissantes, et également pour ces éclaircissements. En fait, il est presque impossible de répondre à tous les points qui sont en relation avec l'exercice de géomètre topographe, mais nous avons quand même couvert une grande partie, c'est presque la majorité des points qui sont d'actualité et aussi intéressants pour nos auditeurs. Avant de finir sur le point des jeunes lauréats, en fait, j'ai une question, si vous le permettez, Monsieur Khalid, concernant un projet ITRI sur le réseau de stations permanentes GNSS qui a été fondu ou bien porté par une société de topographie. Est-ce qu'il y avait quand même un soutien réel, que ce soit au début, des encouragements peut-être? C'est vrai que c'est un projet privé, mais actuellement, est-ce qu'il y avait quand même un soutien réel pour ce projet-là? Écoutez, l'ordre a l'obligation de soutenir toute initiative qui touche ou qui développe la profession. Moi, personnellement, je trouve que c'est un projet très intéressant, un projet très ambitieux. J'aurais souhaité qu'il soit porté par toute la profession. Il a été mené d'une manière privée par un collègue du secteur privé. Moi, je le félicite pour le projet. Je lui souhaite tout le courage. Aujourd'hui, je sais qu'il a certaines difficultés avec certaines administrations que je m'abstiens de citer dans ce podcast. Et puis surtout que c'est une affaire aujourd'hui, il est entre les mains des tribunaux. Et donc je m'abstiens d'émettre tout avis par rapport à cela. En tout cas, l'initiative, elle est très intéressante, l'idée, elle est extraordinaire. Et ce que je souhaite du fond du cœur, c'est qu'un jour, l'ordre, la profession porte le projet ou un projet similaire, mais bien sûr en étroite collaboration avec les pouvoirs publics, parce qu'il y a un droit de regard aujourd'hui des pouvoirs publics sur ce genre de projet. Il y a un benchmark qui est établi. On peut citer l'exemple de l'Ordre des géomètres experts français, qui a fondé une société en collaboration avec l'Institut géographique national et qui ont créé le réseau TERIA. On pourra s'inspirer de cette belle expérience, travailler ensemble, pourquoi pas en intégrant ce confrère dans cette idée. En tout cas, pour l'instant, le projet ETRI connaît des difficultés. Il est entre les mains de la justice et donc on ne peut pas se prononcer d'une manière expresse sur le sujet. Par contre, on a été sollicité par le confrère au niveau du Conseil national et puis personnellement, j'ai engagé des débats au sein du Conseil et bien sûr, on a été en cohérence avec la loi 3093 qui permet à l'ingénieur géomètre topographe, dans son article 1er, de faire de la géodésie. Les conditions de création d'un réseau, la réglementation qui régit ce genre de projet, c'est un projet innovant, tout neuf. Peut-être qu'il y a un vide juridique, peut-être. Et donc, on verra bien comment les choses vont se dérouler. Mais je pense qu'il faudra peut-être prendre le côté positif de l'idée, peut-être travailler ou développer l'idée entre la profession et les pouvoirs publics. En tout cas, la profession elle est ouverte, l'ordre il est ouvert à toute proposition, à toute initiative. Et puis, je souhaite à ce collègue, à tous les collègues qui innovent, et qui ont des idées innovantes à percer plus et davantage. Donc, merci beaucoup. Vraiment une question claire. Je pense qu'on va terminer sur un dernier point concernant les jeunes lauréats. Il se pose la question comment l'ordre intervient ou bien apporte, qu'est-ce qu'il apporte aux étudiants ou bien les jeunes lauréats pour accéder au domaine professionnel. J'ai vu dans le programme du mandat que
il y a un axe dans le plan d'action sur les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous donner juste quelques détails concernant ce point-là parce qu'on a dépassé quand même le temps que nous avons demandé auprès de vous pour cet épisode? Les jeunes, pour moi, c'est quelque chose de prioritaire et de primordial. Parce que la relève, cette profession, pour assurer sa pérennité, elle a besoin d'une relève. Une relève qui s'inscrit dans la politique de la profession. Le soutien des jeunes, je vais commencer par les étudiants. Nous menons des relations extraordinaires avec l'Institut agronomique. Nous avons plusieurs confrères qui interviennent dans les différents programmes de l'Institut agronomique. Nous organisons des séminaires durant le cursus de la formation dans différentes thématiques où interviennent des IGT du secteur privé. Et moi, en tant que président, j'interviens lors d'un séminaire pratiquement une fois par an avec un professeur que je tiens à saluer, le professeur SZ, et à féliciter pour son ouverture sur le monde professionnel. Donc la profession, elle est présente avec vous au niveau de l'Institut agronomique. Les stages en entreprise, ils sont exclusivement menés dans les entreprises topographiques. L'ordre, il est là pour soutenir. Toutefois, il y a une action qu'on avait menée il y a une dizaine d'années et que je souhaite développer davantage. C'est la question qui concerne le parrainage. Le parrainage, c'est une action qu'on doit faire revivre. On a mené une ou deux expériences, je crois, durant une dizaine d'années. Je pense qu'il faudra qu'on travaille avec l'IAV, avec l'Institut agronomique, avec le directeur de l'IAV et les professeurs pour mettre en place un système de parrainage continu dans le temps et durant tout le cursus entre le jeune ingénieur et l'entreprise. Il y a aussi des choses qui ont été faites, mais malheureusement qui sont très peu communiquées. C'est qu'aujourd'hui, en tout cas l'ordre a une convention de partenariat avec l'ordre des géomètres du Québec pour donner l'accès aux lauréats, bien sûr, et aux étudiants des deux pays pour faire un stage de formation ou un stage professionnel, que ce soit au Québec ou au Maroc. Et récemment, je crois l'année dernière, j'ai eu l'occasion de soutenir un lauréat qui est parti. Je ne sais pas s'il a fini son stage professionnel, je ne sais pas s'il est resté ou il est de retour. En tout cas, ça c'est une action qu'on pourra développer entre l'ONIGT, l'ordre des ingénieurs géomètres topographes, l'Institut agronomique et peut-être les ordres des autres pays, pourquoi pas, que ce soit les pays arabes ou les pays africains ou les pays anglo-saxons ou francophones. L'accès à la profession, toutes ces actions que nous menons, que j'ai essayé de détailler durant votre émission, ils sont faites pour justement mettre en place un champ d'action qui est organisé, un champ d'action qui est clean à nos jeunes lauréats pour qu'ils s'installent. Bien sûr, on est ouvert à toute proposition. Je citerai le soutien annuel de la profession à l'Association marocaine des étudiants topographes, particulièrement lors de leur forum annuel habituel. Donc cette année, ils ont repris leur forum après 2 ans d'interruption, je crois, 2020-2021. Et donc, ça a été un succès extraordinaire. Moi, personnellement, j'étais très satisfait, j'étais agréablement surpris par les capacités et les compétences de ces étudiants. Et donc, la profession est la vôtre, l'ordre est votre, si vous voulez, demeure. Et puis moi, je donne toujours l'exemple. Dès que vous finissez vos études, la porte de l'IAV se ferme. Simultanément, la porte de l'ordre s'ouvre. Et c'est dans cet esprit qu'on avait organisé la première édition de la cérémonie pour recevoir les lauréats de 2019. Et j'espère qu'on va mener cette action. On n'a pas pu le faire en 2022, mais on le fera, Inch'Allah, en 2023 et on trouvera les meilleures conditions pour organiser cette cérémonie en collaboration avec l'Institut agronomique et avec le ministère de l'Agriculture. Inch'Allah. Je pense que avec ce point, nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci énormément pour les réponses qui sont détaillées, claires, enrichissantes pour moi-même. Je pense que ce sera le cas pour tout le monde. Je vous passe la parole pour un dernier mot en tant que confrère topographe et aussi en tant que président. Écoutez, je tiens à vous féliciter pour
votre initiative. C'est extraordinaire d'organiser ce genre d'action qui a un impact très important en termes de communication digitale. Je peux vous garantir que la profession est entre de bonnes mains. La profession a sa place dans l'échiquier économique, a sa place avec les autres professionnels. Et puis, je suis très fier de voir des lauréats qui brillent, des lauréats de l'Institut agronomique, des jeunes lauréats qui mènent des actions qui sont très intéressantes. Moi, ce que je veux dire, c'est que pensez à l'ordre, pensez à développer la profession à travers l'ordre, parce que finalement, ce qui nous regroupe tous, c'est la profession à travers l'ordre. Et donc, je souhaite à toutes et à tous bon courage dans la continuation de votre carrière professionnelle. Merci beaucoup, c'est Khalid. Mohamed, tu as la parole pour un dernier mot. Oh, merci Abdelrazak. Alors, pour conclure, d'un côté, je tiens tout d'abord à vous remercier, Monsieur Khalid, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir nous accordé de votre temps pour communiquer à travers notre outil digital de communication qui est notre podcast Géomanquin. D'autre part, je pense que tout le monde est conscient par l'importance ou bien le rôle important que jouent les professionnels libéraux dans le développement économique de notre pays, à tous les niveaux, qu'ils soient médecins, architectes, avocats, IGT, etc. Donc chacun à son niveau et en fonction de sa discipline agit pour servir l'intérêt général de notre cher pays, car in fine, la force d'un pays réside dans la force de ses citoyens à tous les niveaux. Moi, personnellement, je suis persuadé que tous les ingénieurs sont porteurs de la même rationalité, ils ont les mêmes objectifs, motivés par les mêmes facteurs. Et ce qu'ils cherchent avant tout, c'est d'assurer leur sécurité financière, c'est d'optimiser leur rapport de force. Et cela ne peut se passer que par une réglementation qui protège la profession des empiètements et des défis variés, par des stratégies diverses, par la signature de partenariats de haut niveau et par la mise en place de dynamiques et de synergies qui permettent aux ingénieurs de se mobiliser et de renforcer notre cher métier. Et merci beaucoup. Merci Mohamed. Au revoir et à la prochaine épisode.